Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur midilibre.fr. On se retrouve cet après-midi pour la dernière partie de nos journées Initiative Verte qui ont été lancées hier mardi. Initiative Verte portée par Midi Libre, le groupe La Dépêche, Le Monde Nouveau en partenariat avec BRL. Depuis hier matin, nous débattons, nous échangeons, nous témoignons autour de demain finalement. L'agriculture, le recyclage des déchets, l'alimentation, la ville de demain. Eh bien, c'est ce que nous allons faire également cet après-midi avec deux tables rondes auxquelles nous avons invité des étudiants, cette nouvelle génération qui planche sur le futur. On va démarrer cette table ronde sur les solutions digitales connectées dans l'habitat de demain, des sujets du moment, des sujets qui font réfléchir évidemment avec des aspects positifs et négatifs, et c'est ce que l'on va leur demander au cours de cette heure de rencontre. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur midilibre.fr et sur les supports numériques du groupe Dépêche du Midi, que vous pouvez évidemment poser des questions, suggérer, témoigner, et pendant cette rencontre, je ferai passer tous vos commentaires à nos 5 témoins de cette table ronde. Alors, ces 5 témoins, l'un d'entre eux est ici avec moi dans le studio à Latte, 4 autres sont de l'autre côté de leur ordinateur, online, en digital. Ils vont chacun d'entre eux se présenter, puis on ouvrira le débat et cette rencontre autour de l'habitat connecté. Je vais commencer peut-être par vous, Angelo Blot. Présentez-vous, dites-nous qui vous êtes tout simplement. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Angelo Blot, donc du coup cofondateur de la société Lono. On était une start-up, maintenant on a grossi en entreprise. Et notre mission est d'accompagner les promoteurs immobiliers dans la transition vers le logement et le bâtiment connecté. Donc à chaque étape de leur phase, on les accompagne. On en parlera évidemment tout à l'heure. Léa Sanchez-Jam, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis étudiante à l'IAE de Montpellier, donc en e-marketing, en 2e année de master. Et donc, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur toutes ces problématiques qui sont actuelles. Merci beaucoup. Loïc France, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis un ancien étudiant de Polytech Montpellier. J'ai travaillé dans l'été de 2019 pour le projet HUT, donc Human Atom Project, sur la fabrication d'une étagère connectée. Donc, voilà, le but du projet HUT, c'est l'étude de l'évolution des usages et des habitudes dans un environnement de plus en plus connecté. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Lucas Sardois. Bonjour à tous. Bonjour. Donc oui, Lucas Sardois. J'ai aussi été formé à Polytech en informatique et gestion, et je travaille actuellement au CNRS en tant qu'ingénieur d'études de recherche pour un projet qui vise à réduire la consommation électrique de tous ces objets connectés. Très bien. Et puis Maxence Fromentin. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis étudiant en 2e année de master à l'école d'architecture de Montpellier, et je me suis intéressé tout au long de mes études aux liens que pouvaient avoir les nouvelles solutions digitales et l'architecture. Et donc, j'ai rédigé cette année mon mémoire de master dans lequel j'ai abordé le lien entre le mouvement et l'architecture. Et donc, je vais essayer dans cette table ronde de vous expliquer comment, en fait, l'habitat connecté peut permettre un mouvement de l'architecture et du coup, quels en seraient les avantages pour les usagers. Merci à vous 5. Donc on va démarrer, je voudrais qu'on démarre avec vous, Angelo Blot, cofondateur de cette entreprise, désormais Lono, référent des logements et résidences connectés. Pour tous ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'habitat connecté, expliquez-nous. Alors l'habitat connecté, c'est l'évolution du logement, on va dire, et on aime toujours prendre un petit peu un rapprochement avec le véhicule. À l'époque, par exemple, vous aviez des voitures avec des vitres manuelles, et progressivement, on a eu des vitres électriques. Dans le logement, on voit un petit peu la même dynamique finalement. Aujourd'hui, on voit un peu plus de fonctionnalités arriver, notamment sur les volets roulants, donc la gestion des occultants, la gestion du chauffage aussi, puisqu'il y a un vrai sujet sur les économies d'énergie, et on voit de plus en plus arriver tout ce qui va être lié à l'éclairage, également les prises électriques dans la consommation énergétique, et toutes ces petites fonctionnalités qui vont au jour le jour en fait améliorer le quotidien des habitants tout en leur permettant de réaliser des économies d'énergie.
Vous évoquiez tout à l'heure la transition. C'est un peu le thème de ces 2 journées Initiative Verte. Ça veut dire que beaucoup de promoteurs, d'aménageurs ont intégré ou intègrent dans leur programme l'habitat connecté. Tout à fait. On voit qu'il y a une réelle dynamique là depuis à peu près 2 ans. Cette dynamique est portée par des systèmes en fait qui se sont simplifiés et fiabilisés au fil du temps et qui sont aussi de plus en plus économiques à mettre en œuvre. C'est vrai que le sujet était évoqué de savoir la consommation énergétique de ces produits connectés. Voilà, on arrive finalement à des objets qui permettent d'apporter une réelle valeur ajoutée aux résidents, tout en ayant vraiment le côté économique en fait de l'approche. Donc concrètement, ce nouveau bâtiment, ces nouvelles fonctionnalités sont dynamisées, voilà, par des promoteurs qui ont pris des initiatives très en amont et aujourd'hui qui est répercuté sur des promoteurs un peu plus de plus de taille. Donc ça veut dire que dans un futur logement, dans un futur habitat, tout sera totalement digitalisé. C'est ça l'avenir de notre logement ? Alors, je dis pas pour tout. Je pense pas qu'il faut aller vers la gadgetisation justement. Faut vraiment limiter aux usages les plus concrets et ceux qui ont, comme je l'ai évoqué, une réelle valeur ajoutée. Aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines verticalités qui sont très pertinentes à mettre en œuvre. On sort quand même de, on va dire aussi 2-3 ans de gadgetisation. Et aujourd'hui, on s'est aperçu finalement que ces produits trop gadgets étaient vite abandonnés et n'avaient pas vraiment de pertinence dans les logements. Alors, je vais laisser la parole. C'est Loïc Franc, je crois. Vous avez participé au projet HUT. C'est vous, hein, Loïc ? Oui, c'est ça. Expliquez-nous, parce que pour faire le lien et la transition avec le propos d'Angelo, réexpliquer peut-être à tout le monde ce qu'est ce projet HUT qui a permis depuis 4 ans maintenant hein, de réfléchir à la question de l'habitat connecté, notamment chez les étudiants. Alors, le projet HUT, c'est plutôt un projet de recherche. Le principe de base est relativement simple. On considère que dans les années qui vont venir, les appartements vont devenir de plus en plus connectés, que ce soit de manière utile ou plutôt gadget, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Donc le but, c'était plutôt d'étudier l'évolution des usages, des habitudes des habitants de ce futur appartement. Donc sur le projet, c'était un peu plutôt pluridisciplinaire. Donc il y avait des médecins, des sociologues, des techniciens aussi, beaucoup de personnes qui étudiaient comment se déplacer, comment se nourrissaient, comment se divertissaient les habitants de cet appartement. Donc cet appartement était beaucoup connecté, il y avait le frigo connecté, le sol aussi était connecté, les lumières, les volets, etc. Tout était connecté. Et ces données étaient en partie retransmises à un laboratoire qui du coup étudiait les habitudes en respectant bien sûr l'anonymat des habitants de cet appartement. Et ce que je comprends, c'est que cet appartement qui est observé deviendra demain une résidence. On aura une résidence connectée. Ça, il y a un projet de résidence connectée. Hein. Le projet s'est transformé de appartement à résidence, mais pour l'instant toujours dans un objectif d'étude. Donc les personnes qui sont sélectionnées avant d'y entrer, elles sont au courant de tout ce qui se fait dans cet appartement, et le nombre de personnes qui connaissent l'identité de ces personnes sont assez réduites pour préserver l'anonymat. Donc pour l'instant, ça reste un projet vraiment d'étude. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas intégrées dans l'appartement au final. Je pense par exemple au sol connecté qui sait où se déplacent les personnes, qui n'aurait qu'un intérêt assez faible dans un réel habitat. Oui, parce que la question qu'on pourrait se poser à l'instant, c'est est-ce qu'on va pas trop loin quand même dans cette ultra-connexion, dans cette connexion ? Tout à fait. Et là, encore une fois, c'est un projet de recherche qui se base sur ça va arriver, comment est-ce qu'on peut réagir quand ça arrivera, pour pas prendre de retard sur la technologie. Lucas Sardois, un mot de votre côté. Expliquez-nous peut-être votre point de vue. Pourquoi c'est si nécessaire d'avoir des solutions digitales connectées pour l'habitat ? Avec peut-être en nuançant, j'imagine, parce que vous avez à la fois des éléments positifs et négatifs. Tout à fait. Déjà, je pense que le fait que ce soit les objets connectés, et du coup, dans le cas de l'appartement connecté, c'est un cas d'exemple particulier, on va dire. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est très intéressant pour les habitants, parce que ça va leur permettre de réaliser à la fois des économies, probablement d'énergie, ce genre de choses, un apport vraiment personnel,
mais aussi un apport un peu plus, comment dire, un peu plus de bien-être, dans le sens où l'appartement, grâce à ces connexions, on espère qu'il va devenir plus intelligent, en, en quelque sorte, et que du coup, ça se retransmette dans ah, attention, tel produit va être périmé, tu devrais le manger tout de suite plutôt que le laisser périmer, éviter le gaspillage, ce genre de choses. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une très bonne chose, que l'appartement connecté va vraiment comment dire, améliorer, optimiser nos habitudes de Donc il y a une consommation et de vie. utilité. Clairement, clairement. Et d'un autre côté, les problèmes que j'y vois, c'est des problèmes qui ont déjà été évoqués. J'en vois deux principaux. Ça va être la confidentialité de toutes ces données qui sont récupérées. Mhm. Parce que pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire des recommandations aux habitants, il faut récolter des données, il va falloir les traiter. Qui les traite? Et est-ce qu'elles sont anonymisées ou non? Sachant que si elles sont anonymisées, nos recommandations sont sûrement de moins bonne qualité. Donc voilà, il y a ces questions-là. Et la deuxième question, c'est la récolte de toutes ces données. Il faut bien les sauvegarder quelque part. Il faut bien des serveurs pour les traiter. Et tout ça, ça va consommer énormément d'énergie. Et là, on rentre dans le domaine du big data en anglais, donc le fait d'avoir énormément de données, ce qui pose des problèmes d'environnement. Voilà. Et ça, comment on l'appréhende? Est-ce qu'il y a des études qui sont conduites aujourd'hui, des programmes sur cette dépense d'énergie, par exemple? Donc, pour le dernier problème que je vous ai présenté, c'est par exemple le projet sur lequel on travaille au LIERM CNRS. C'est le projet ICAR, donc, qui a été financé par la région. L'idée de ce projet, c'est de permettre de faire un cloud, en fait, où les objets connectés viendraient envoyer leurs données. Et nous, notre promesse, c'est d'optimiser ce cloud de façon à ce qu'il utilise le plus les énergies renouvelables pour l'alimentation en électricité des serveurs. Et du coup, avec ça, on espère faire gagner énormément en termes d'énergie, utiliser le plus d'énergie verte, et donc de réduire l'impact environnemental in fine de ces objets. Je reviendrai tout à l'heure avec vous tous sur l'utilisation des données, parce que c'est un sujet évidemment qui a été évoqué par de nombreux de nos lecteurs lorsqu'on a annoncé cette table ronde. Je voudrais laisser la parole à Léa dans un premier temps. Peut-être sur ce sujet, comment l'observez-vous, comment l'avez-vous intégré dans vos réflexions, cette question des solutions digitales et de l'habitat connecté? Oui, du coup, nous, on a eu l'occasion, donc, dans ma promotion, de travailler sur un challenge, justement, avec UT et Lono, qui nous a permis de travailler sur la problématique des solutions et services différenciants pour les bâtiments et les appartements connectés. Donc, on a pu réfléchir, donc là, c'était plus précisément pour des étudiants. Donc, finalement, il y a plusieurs idées qui ont émergé, mais c'est vrai que je pense qu'il faut faire attention. Bon, là, vous parliez de données, de l'utilisation des données, mais je pense pas en soi que ce soit un réel problème. Alors, du moins pour les étudiants, je pense pas que ce soit vraiment un frein pour eux, parce que, en fait, on rentre un peu ce qu'on appelle dans le privacy paradoxe, mais c'est-à-dire que les étudiants et beaucoup de gens d'ailleurs partagent massivement leurs données maintenant sur Internet, donc notamment sur les réseaux sociaux. Et je pense pas justement que ce soit un frein pour eux de partager leurs données si ça leur apporte s'ils voient vraiment en fait une amélioration dans leur qualité de vie. Donc pour vous, ce n'est pas un frein à l'avenir. Vous parlez des étudiants, mais on peut considérer quand même que l'ensemble des Français, l'ensemble des citoyens n'est pas tout à fait sur cette ligne, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, on partage largement nos données. Je pense que ça a nuancé, et forcément que les digital natives, donc toute cette génération-là, elle sera un petit peu moins frileux au partage de leurs données personnelles et donc à l'amélioration de leur quotidien. Mais je pense justement que les gens qui sont pas sensibilisés à ça, c'est pas un réel frein si ça leur apporte vraiment quelque chose. Donc là, on parlait tout à l'heure effectivement du confort de vie, on parlait aussi du fait d'améliorer leur confort de vie. Et je pense aussi que ça peut améliorer justement, ça peut sécuriser. Je pense pas que ce soit un frein. Angelo, quel est votre point de vue là-dessus? Et en tout cas, que vous disent les professionnels que vous avez de l'autre côté, qui sont les promoteurs, les aménageurs? Est-ce que c'est une donnée qui a été, pour le coup, intégrée?
Ah, c'est super important, l'approche RGPD, hein, Ouais. justement, toute cette juridiction qu'il y a autour de la data est très importante. Et quand on conçoit justement ces logements et ces habitations de demain, on intègre en effet toute cette partie, où va la donnée, comment, pourquoi. Nous, notamment dans nos prestations, on a un accompagnement en présentiel en fait pour D'accord. chaque mise en service d'un logement. Donc chaque logement qui bénéficie de notre accompagnement, il y a un humain qui vient et donc du coup qui vient répondre à toutes ces questions, parce que les gens qui bénéficient d'un logement connecté aujourd'hui, c'est la première génération vraiment qui découvre un petit peu ces fonctionnalités, et on a le panel représentatif finalement des locataires et des acquéreurs finalement. Et donc du coup, toutes ces personnes-là découvrent ce que c'est qu'un thermostat connecté, découvrent ce que c'est une application et se posent bien entendu un certain nombre de questions sur la sécurité. L'importance, bien entendu, c'est de l'accompagnement, expliquer à chaque étape la création d'un mot de passe compliqué, l'invitation des membres dans sa famille à rejoindre un logement. Enfin, toutes ces étapes sont expliquées clairement, les possibilités offertes lorsqu'on est plusieurs à accéder à un logement. Et puis après, derrière, bien entendu, tout ce qui va se passer derrière, les industriels qui vont avoir cette donnée, la stocker sur les serveurs, l'exploiter, les GAFA aussi. Il y a un vrai sujet, puisque du coup, on les a pas forcément évoqués, mais les GAFA sont très moteurs dans la stimulation et la dynamisation du logement et bâtiment connecté. On les voit de plus en plus arriver, notamment avec les assistants vocaux. Mhm. Toute cette donnée-là, voilà, ils doivent montrer patte blanche. Eux doivent respecter aussi la RGPD. Hein, c'est les premiers en frontal vis-à-vis de l'Europe à devoir s'expliquer sur la gestion des datas. Et eux, leur stratégie finalement, c'est d'avoir beaucoup appris quand un petit peu il n'y avait pas toute cette circulation ou cette juridiction qui était en place pour pouvoir mettre en place certains systèmes, notamment la reconnaissance vocale. Et Merci beaucoup. Nous sommes de retour à présent sur le plateau à Latte. Condition du direct oblige littéralement Enedis à couper l'électricité dans le quartier, ce qui explique que pendant quelques secondes, nous ayons été interrompus dans notre élan et dans notre table ronde. Je vous rappelle que nous sommes ensemble sur midilibre.fr, que nous sommes en train de parler de digitalisation, ça tombe parfaitement bien, de connexion et d'habitat avec nos 5 invités. Et au moment où nous avons été interrompus, nous étions avec Angelo Blo, qui est cofondateur de l'entreprise désormais Lono, référent des logements et résidences connectées, et on était en train d'évoquer cette idée des GAFAM, du partage des données et tous les risques que cela peut poser auprès des citoyens. Donc je vous laisse reprendre si vous le voulez bien. Parfait, merci. Donc oui, en effet, ce que j'expliquais, c'est que les GAFA ont profité à un moment donné de cette un petit peu non-régulation de la data pour pouvoir alimenter leur propre système et devenir de plus en plus performants. Aujourd'hui, ils sont obligés d'appliquer cette réglementation qui est la RGPD et qui nécessite de demander l'autorisation de chaque résident pour exploiter la data. Néanmoins, ayant amélioré leur système depuis un certain moment, ils commencent à travailler sur des systèmes qui fonctionnent en local, c'est-à-dire que on appelle ça le edge computing par rapport au cloud qui avait été évoqué avec des serveurs. La donnée finalement reste dans le logement, est analysée directement sur place par les produits qui sont de plus en plus puissants et évite finalement d'envoyer à chaque fois la donnée à l'extérieur. Et donc du coup, ça fiabilise le système et ça sécurise aussi la donnée. Oui, ce qui est important, c'est aussi de rassurer le locataire, l'acquéreur quand il est dans un habitat connecté. Tout à fait. L'objectif concrètement, c'est de lui montrer que finalement sa donnée est traitée de manière à respecter l'ensemble des juridictions en place, tout en lui apportant les avantages et les usages et les services finalement auxquels ils veulent prétendre. Alors, je vais donner la parole à Maxence Fromentin qui a pas encore parlé. Peut-être avoir votre point de vue, Maxence, sur cette question des données. Est-ce que c'est un risque pour vous? Est-ce que c'est un sujet à aborder avec beaucoup d'attention, et que vous puissiez nous parler également d'architecture et donc d'habitat connecté? Je vous en prie, allez-y, Maxence. Alors oui, je trouve que c'est un sujet assez important, la question du traitement de données. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit là sur le fait que les jeunes, du coup, sont peut-être moins impactés par cette problématique, puisqu'en fait, on a grandi tout simplement en partageant nos données, donc forcément, on voit moins un petit peu le danger que ça pourrait poser. Mais c'est pas le cas de tous les Français. Et il y a par exemple un tiers des Français qui sont quand même assez réticents pour opter pour faire une transition vers un habitat connecté du fait de la question du traitement des données. Et on peut également se poser la question de la sécurisation du réseau. C'est-à-dire qui peut y accéder. On voit très bien que, par exemple, de grands groupes qui ont des réseaux sécurisés peuvent se faire hacker plusieurs fois par an.
on a des pertes de données assez importantes. Donc, on peut se poser la question de, par exemple, si on a un habitat connecté où on installerait plusieurs caméras qui seraient connectées vraiment pour sécuriser son habitat, du coup, qui pourrait avoir accès à ces caméras? Donc, je pense que c'est vraiment une question assez importante. Et du coup, pour aborder le sujet que je vais traiter, en fait, pendant mon mémoire, j'ai travaillé sur le mouvement en architecture. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez nouveau, le mouvement en architecture, puisque c'est permis grâce au progrès informatique. Et donc, dans le cadre de l'habitat, les nouvelles possibilités de l'habitat connecté permettraient du coup d'avoir un mouvement de cet habitat, parce qu'en fait, pour l'instant, on a plusieurs objets qui sont connectés par un système domotique. Mais en fait, ces objets sont des ajouts par rapport à l'habitat. Et en fait, on pourrait très bien imaginer que ce soit des éléments architecturaux de cet habitat qui peuvent participer du coup à tout ce système, que ce soit par exemple par une coque extérieure ou que ce soit par les cloisons intérieures. Donc, ça peut faire partie de tout un système connecté qui pourrait apporter des qualités de vie, que ce soit pour le confort thermique, le confort lumineux, des économies d'énergie également. Mais également, on peut penser à la modularité des espaces, c'est-à-dire qu'on peut imaginer en fait qu'on puisse donner plusieurs usages à une pièce par un déplacement de cloison, pardon. Donc c'est assez intéressant. Et donc en fait, comment dire, je m'intéresse du coup par rapport au mouvement externe. On peut avoir plusieurs exemples. En fait, ce mouvement externe permet de s'adapter à son environnement, donc aux aléas climatiques. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple des maisons rotatives. C'est un système qui n'est pas nouveau. On peut en retrouver depuis le début du XXe siècle, notamment en France. Mais maintenant, grâce à l'habitat connecté, on peut permettre d'automatiser ce système. Et par exemple, on a un projet qui s'appelle Heliotropic House de l'architecte Rolf Disch, qui est du coup une maison pivotante, qui est cylindrique. Et donc, son fonctionnement, en fait, c'est qu'il suit la course du soleil. Donc, on a la moitié d'une façade qui serait totalement vitrée et l'autre moitié qui serait totalement opaque. Et donc, ainsi, en été, on pourra avoir cette façade opaque qui suit le soleil pour s'en protéger, et donc pour éviter les gains de chaleur qui seraient inutiles. Et au contraire, en hiver, ce serait plutôt cette façade vitrée qui suivrait la course du soleil pour avoir, du coup, des gains de chaleur que l'on aurait besoin. Et en fait, ça pose aussi une question, c'est-à-dire, du coup, on a des économies d'énergie qui sont tendues par ce système, mais est-ce que du coup la mise en mouvement de ce bâtiment, par exemple, du coup annulerait cette économie d'énergie? Et en fait, par exemple, dans le cas de ce projet, l'architecte a posé également des panneaux photovoltaïques en toiture qui suivent également la course du soleil pour avoir un rendement bien plus efficace. Et donc, pour exemple, cette maison, par exemple, permet de produire 5 fois plus qu'elle ne consomme. Donc, c'est quand même un réel atout, de réelles économies. Et puis, en plus, ils peuvent revendre du coup ce surplus d'énergie. Donc après, il y a plein d'exemples comme ça de maisons qui s'adaptent à l'environnement. Ça peut être également une maison. Il y a un projet qui s'appelle la Sliding House où on aurait 3 volumes dans cette maison et on aurait une coque en fait qui se déplace entre ces 3 volumes. Donc ça permet par exemple de protéger la verrière. Ça peut permettre à cette coque de se placer entre 2 volumes pour protéger un espace extérieur. Donc en fait, ça nous permet à la fois de s'adapter à notre environnement, mais aussi de permettre aux usagers de la commander pour modifier leurs espaces, leurs usages. Donc après, j'ai pas mal d'exemples de projets comme ça. Donc c'est des projets assez innovants qui sont uniques. Donc ça nécessite également un investissement assez important, mais qui se répercute d'un côté sur la valeur immobilière du bien. Est-ce que vous pouvez nous dire au plan architectural si la tendance française est plutôt d'aller vers ces sujets-là? Est-ce que c'est une tendance européenne? Est-ce que certains pays sont plus avancés que d'autres? Où en sommes-nous côté français? Côté français, j'ai pas vraiment remarqué vraiment des avances parce que dans mon mémoire, je me suis vraiment focalisé sur des projets qui peuvent être dans le monde entier. D'accord. Et on voit que c'est vraiment, c'est des pays qui mettent beaucoup plus, qui peuvent se permettre d'investir beaucoup plus dans des projets pour développer du coup des expérimentations. Donc je m'étais pas forcément seulement intéressé sur l'habitat, mais aussi à des échelles plus importantes que des tours de bureau. Et donc en fait en France, j'ai pas vraiment trouvé de projet vraiment symbolique du mouvement en architecture.
Mais voilà, j'espère en fait que du coup ces projets qui restent encore assez singuliers et assez chers à développer pourraient du coup se démocratiser, se standardiser et qu'on pourrait du coup pouvoir les voir apparaître en France pour des projets plus modestes. Alors peut-être Angelo et puis Lucas et Loïc, j'évoquais les projets français et internationaux. C'est vrai que quand on évoque l'habitat connecté, est-ce qu'on parle sur du réel aujourd'hui? Est-ce que c'est à l'avenir? Quels sont les projets sur lesquels, par exemple, vous travaillez en ce moment dans la région? Alors du coup, c'est vrai que le logement connecté, comme je le disais, vit une explosion un petit peu depuis 2 ans. Ouais. Nous, on gère à peu près 200 bâtiments, ce qui représente 9000 logements. Dans la région, là, on a des projets assez phares comme Higher Rock et Eden Rock qui sont en face de la gare et qui sont des très très beaux projets. Et la nouvelle ZAC République qui est en train de se construire aussi également, qui sera entièrement équipée. Et je me rebondis aussi sur la partie confort Oui. d'été. Puisque du coup, tout ce qu'on met en place aujourd'hui, la gestion justement des volets roulants va permettre dans quelques mois là de pouvoir activer cette fermeture et en tout cas optimisation des occultants en fonction de la position du soleil pour conserver voilà soit la chaleur, soit la fraîcheur. Et ça en fait, ce qui est intéressant avec le connecté, c'est que quand on met les bonnes technologies, et nous on déploie depuis 2 ans, du coup on va pouvoir activer les services dès qu'ils seront finalement finis d'être industrialisés, optimisés et justement adaptés à de la résidence soit collective, soit individuelle. Mais voilà, totalement, le confort d'été, c'est inclus dans la RE 2020, qui est une réglementation poussée par l'État et qui souhaite justement préparer finalement les logements à cette augmentation de la température, et notamment en France, puisqu'on a certaines zones qui sont très très impactées, notamment le sud. Lucas et Loïc, je vous laisse réagir peut-être sur les réflexions à la fois de Maxence et d'Angelo. Lucas, vous démarrez peut-être? Très bien. Nous, alors, de notre côté, en France, au niveau du produit qu'on développe, il n'y a pas, enfin, on connaît pas vraiment de concurrents ou d'équivalents. Par contre, à l'étranger, il y a des idées équivalentes, mais pas des solutions équivalentes. C'est-à-dire, notamment, il y a Tesla récemment qui a proposé une batterie géante pour sauvegarder justement les énergies vertes pour le réseau en Australie. Mais c'est pas vraiment équivalent à ce qu'on fait, même si l'idée reste la même, de diminuer le coût électrique de tous ces appareils connectés. Du coup, sur ce niveau-là, en France, on est assez novateur. Et en termes comment dire, du marché, est-ce que ça va intéresser des gens? On a déjà la réponse, c'est oui, parce que par exemple, actuellement, on travaille pas mal avec Polytech pour proposer ça aux étudiants, de pouvoir avoir des serveurs qui utilisent le plus d'énergie verte. Et en fait, pour l'instant, on se destine surtout vers ceux qui ont besoin de ressources moyennes et petites. Ceux qui ont besoin d'énormément de ressources vont déjà vers des constructeurs ceux qui proposent des clouds style Amazon, Google, enfin des GAFAM, quoi. Et c'est notre objectif, mais pour plus tard, de pouvoir aussi leur apporter notre solution. Donc innovation à la française. Loïc, France, de l'autre côté. J'ai pas beaucoup d'avis sur la question. Je pense que côté architecture, il faut vraiment voir à adapter aux besoins de l'habitant. Bon, un exemple un petit peu naïf, c'est qu'en Bretagne, effectivement, les panneaux solaires qui tournent, ça va quand même être beaucoup moins efficace que dans les Émirats Arabes Unis. Donc, il faut aussi voir il faut vraiment adapter les solutions aux besoins des habitants. Après, côté gestion de données, dont tu as parlé Lucas, je crois. Oui. Là encore, il y a des avantages à l'avoir en local et des inconvénients aussi à l'avoir en local. Au niveau des avantages, c'est que vraiment on est beaucoup plus certain de la privacité des données. Mais effectivement, dans l'autre sens, on a moins de puissance de calcul. Les suggestions que nous apportent les GAFAM sont moins ciblées, ce qui peut être un inconvénient ou un avantage selon les gens. J'ai pas vraiment d'avis très tranché sur la question. Merci. Léa, peut-être de votre côté, avant qu'on passe à un autre sujet.
Pas de réaction Vous particulière peut-être pouvez... sur les Ouais, échanges? bah non. Non, très bien. Écoutez, Non. pas de problème. Hein, il n'y a pas d'obligation. Non, moi j'avais une question sur ces logements et sur cet habitat. Alors, il paraît naturel qu'on aille vers cela, mais ça a un coût quand même. J'imagine que tout le monde peut pas se l'offrir. Ça a un coût pour la collectivité, ça a un coût pour le particulier, non? Alors, ce qu'il faut savoir en effet, c'est qu'on part toujours de la connectivité. Donc, pour qu'un logement connecté fonctionne parfaitement, il faut avoir une connexion Internet. Oui. Donc, on est très dépendant en effet de, du coup, le déploiement de la fibre optique. On arrive sur des réseaux 4G, 5G, et je sais le sujet délicat qu'il y a actuellement avec la 5G en France. Le logement connecté n'a pas besoin de beaucoup de débit pour fonctionner concrètement, hein, donc du coup il n'impacte pas énormément, mais il faut de la connectivité. Après, en termes de produits, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu au fil du temps des objets qui évoluent avec de la connectivité. Avant, il fallait rajouter un objet complémentaire pour rendre la fonctionnalité, l'éclairage, etc. connecté. Aujourd'hui, c'est directement dans le produit qu'on pose, c'est-à-dire que la technologie est directement incluse dans l'interrupteur. C'est-à-dire que finalement, cela ne génère pas de main-d'œuvre supplémentaire sur chantier. C'est tout l'avantage en fait des nouvelles solutions et c'est pour ça qu'on voit une accélération. C'est que sur phase chantier, un électricien qui installe habituellement un interrupteur pour volet roulant ou pour éclairage ou une prise électrique ne verra pas de différence à l'installation de sa version connectée. Ça se câble exactement pareil. Après, en effet, on a ce léger surcoût d'achat du produit, mais qui, vu l'industrialisation, vu le nombre de déploiements qu'il y a aujourd'hui et les industriels qui se sont mis, Legrand, Schneider, Somfy, on peut les citer, viennent à diminuer les coûts et finalement permettre d'accéder aux fonctionnalités connectées. Et là, je parle de coûts, on est à 600, 700 euros hors taxe pour un logement type T3. D'accord. Est-ce que ça peut avoir des répercussions, on a parlé des effets négatifs sur l'emploi par exemple, parce que quand on dit connexion, digitalisation, on l'a évoqué souvent ce matin et hier lors de nos tables rondes, ça peut induire aussi des pertes d'emploi parce qu'on automatise finalement tous les systèmes. Alors, en effet, totalement d'accord sur l'évolution finalement des emplois. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que du coup, ces objets, alors les industriels ont pris la chose en main. C'est-à-dire que, comme je le disais, l'interrupteur est toujours fabriqué dans une usine, sur une chaîne de production. Donc finalement, ça c'est respecté. On ajoute la connectivité, donc qui peut créer de l'emploi finalement à la maintenance, à la création, à la réflexion. Et aujourd'hui, finalement, on voit apparaître, grâce aux solutions connectées, les services. C'est vraiment tout l'intérêt finalement du connecté. Hein. C'est là où il y a le cœur. Et c'est pour ça que ça pousse, c'est que un logement connecté aujourd'hui peut par exemple permettre le maintien à domicile. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, on avait les seniors. On sait très bien que la population est en train de vieillir. On n'a peut-être pas assez de place aujourd'hui dans les établissements spécialisés. Et les gens souhaitent rester vieillir à domicile. Le connecté aujourd'hui apporte cette capacité-là sans devenir intrusive, parce que du coup là on parle pas de caméra, on parle pas de capteur, on parle juste en fait finalement d'un interrupteur où lorsqu'on va appuyer dessus, on va savoir que la personne s'est réveillée par exemple. Donc du coup, en analysant un petit peu finalement ces petits comportements, juste avec j'allume la lumière, je ferme les volets, je pars de chez moi, on est en mesure de savoir si la personne se porte bien et en analyse un peu plus profonde sur un historique, voire des défiances de comportement. Donc par exemple pour le maintien à domicile, ça se prête parfaitement bien. On peut maintenir une personne à domicile ou en tout cas analyser s'il y a une difficulté ou pas. Donc concrètement, il y a de nouveaux métiers en effet qui arrivent, la télésurveillance en effet, la levée de doute pour les personnes âgées. Donc du coup, on voit une transition concrètement, ça fait évoluer en effet. Oui, en effet, on a beaucoup évoqué les étudiants, mais à la base, l'habitat connecté avait été imaginé quand même, en tout cas les solutions digitales pour les seniors. Exactement. Elles ont un nom à la base, ça s'appelle la gérontechnologie. Absolument. Finalement, c'est ces solutions connectées qui sont adaptées aux personnes âgées. Mais encore une fois, nous, ce qu'on perçoit, parce que du coup, il y a beaucoup de seniors qui habitent dans les logements qu'on livre, au début, ils sont assez réfractaires. C'est totalement vrai. Ils n'ont pas de smartphone. Peu prennent des connexions Internet. Mais néanmoins, les systèmes qu'on met en place, déjà, d'une part, n'ont pas besoin de smartphone pour fonctionner. Parfois, en fait, des interrupteurs suffisent amplement. Un chemin lumineux, j'allume la lumière de la chambre jusqu'aux toilettes, qui permet de diminuer drastiquement en fait la chute la nuit et la majorité finalement des appels en fait d'urgence des personnes âgées la nuit et de la perte de confiance qui en découle par la suite. Les boutons arrivée départ, je quitte mon logement, ça ferme les volets, ça éteint la lumière, ça coupe les prises, l'alimentation peut-être de la gazinière ou autre qui serait restée allumée. Donc finalement des systèmes simples à mettre en œuvre qui sont
technologiquement poussées, mais qui ne nécessitent pas forcément d'être technologiquement équipées ou technophiles pour que ça fonctionne. Et donc du coup, finalement, on voit ces seniors qui étaient réfractaires au début et qui aujourd'hui finalement s'approprient leur propre logement et qui se sentent rassurés et sécurisés au sein de leur habitation. Et donc, on leur permet de vieillir au sein de ces logements. Maxence Fromentin, c'est vrai que là aussi, on a parlé tout à l'heure du mouvement, mais les bâtiments sont, j'imagine, imaginés, travaillés, réfléchis différemment dans ce cadre, tant pour les seniors que pour les étudiants. Oui, effectivement. Par exemple, pour rebondir sur le sujet du maintien à domicile, je trouve ça vraiment intéressant de le proposer pour les seniors. Grâce à un système connecté, on peut vraiment, par exemple, leur rappeler de faire des choses. On peut vraiment surveiller qu'ils vont bien. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose de très intéressant, surtout dans les périodes de confinement qu'on a vécues. Ça permet à leurs proches de s'assurer que tout va bien. Et puis également, voilà, sur la question de l'organisation intérieure de cet habitat, il n'est pas la même pour tout le monde. Par exemple, pour les étudiants, ils ont souvent des petits appartements, des studios, et donc le problème de place se fait sentir. Par exemple, on a déjà des systèmes qui permettent d'optimiser l'espace. Tout bêtement, on peut penser à un lit escamotable mural. Mais on peut penser du coup à des systèmes connectés qui permettraient du coup d'augmenter virtuellement ces espaces. J'ai notamment pu étudier lors de mon mémoire une société qui s'appelle Ori, qui développe du coup des mobiliers qui permettent d'apporter plusieurs usages à une pièce. Donc tout bêtement, ça peut être un fauteuil qui inclut également un lit au plafond et qui du coup pourrait s'abaisser. On peut aussi imaginer un meuble télé qui inclut beaucoup de rangements, qui est contre un mur et en fait qui pourrait glisser pour laisser place à un nouvel espace entre ce meuble et le mur, par exemple pour offrir un bureau avec beaucoup de rangements. Donc en fait, on commence à avoir du coup des produits comme ça connectés qui sont commandés par la voix ou par une application qui permettent d'agrandir ces espaces et on peut totalement imaginer un appartement entier qui serait équipé de tels systèmes. Parce que, par exemple, je pourrais citer un appartement à Hong Kong qu'un architecte, Gary Chang, a fait évoluer tout au long de sa vie. En fait, à partir de la fin de son adolescence, il a effectué pendant plus d'une vingtaine d'années plein de changements à son appartement pour qu'il soit le plus efficace possible. Parce que c'est un appartement qui était très petit, il faisait 32 mètres carrés. Et en fait, il a souffert vraiment de ce manque d'espace puisqu'il, quand il était jeune, il habitait avec 6 personnes au sein de ce logement. Donc, il s'est donné la mission d'optimiser au maximum la place que pouvait offrir cet appartement. Et en fait, en incluant du coup des cloisons qui peuvent être mobiles, qui intègrent du mobilier, il permet de créer différentes pièces. Donc, en fait, c'est assez impressionnant quand on voit les images de son appartement. On a un grand espace avec énormément de rangements sur les côtés. Et en fait, tous ces rangements peuvent se coulisser pour créer des espaces différents. Donc, par exemple, on peut avoir toute une bibliothèque qui glisse et qui laisse apparaître du coup une salle de bain. En fait, il y a plein de scénarios qui permettent de générer comme ça dans un appartement de 32 mètres carrés. Il peut générer à peu près 27 pièces différentes. Donc, c'est très intéressant avec ces 32 mètres carrés, en fait, ça lui permet de générer une surface virtuelle de 700 mètres carrés. Donc, je pense que c'est un atout vraiment très intéressant, surtout qu'on a des logements qui sont de plus en plus petits. Ouais. Pour rebondir à ce qui a été dit hier lors de la première table ronde, c'est vrai qu'on a un souci des logements qui se veulent de plus en plus petits du fait qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent habiter en ville, on a une densification. Et donc, on a vraiment un problème au niveau de l'habitabilité, comme l'avait évoqué Elodie Noriga. Donc, on doit vraiment repenser, je pense, l'organisation intérieure et permettre de moduler facilement cet intérieur pour offrir différents scénarios et ainsi changer un petit peu nos modes de vie. Merci beaucoup Maxence. Une question qui vient de tomber en direct sur notre site. Quid des appartements connectés adaptés aux handicapés ou à mobilité réduite ? C'est vrai que c'est tout un autre sujet, tout aussi important. C'est un sujet très important et comme on venait de l'évoquer, c'est important aussi de penser le logement avec une adaptabilité mécanique, Oui. puisque du coup le connecté vient finalement permettre le contrôle, la régulation, mais il faut d'abord penser à comment on va intégrer les pièces les unes dans les autres, la mécanique. Et pour les personnes justement en situation de handicap, on a une forte, en tout cas, appétence pour le contrôle vocal.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pensait justement que du coup, ça soit les jeunes un petit peu qui stimulent cet usage du vocal pour la partie domotique connectée, mais c'est plutôt cette typologie de seniors et de personnes en situation de handicap qui s'approprient le vocal, puisque pour eux, aujourd'hui, les équipements sont très très chers, c'est-à-dire que les équipements spécialisés ont des coûts démentiels, alors que il est beaucoup plus facile avec un assistant vocal qu'on peut trouver dans le commerce, dans les grandes surfaces, d'allumer sa télé, justement de fermer ses volets roulants, de sécuriser son logement, juste à la voix. Et ça, on voit en effet qu'il y a en tout cas nous on a des professionnels, des intégrateurs, ça s'appelle, qui se spécialisent sur ça et ils sont très très plébiscités, puisque du coup le rapport coût, avantage, valeur ajoutée est exceptionnel pour cette personne. Un mot, Loïc, France. Parlez-nous de l'étagère connectée. On parlait tout à l'heure à la fois des finances, de l'emploi et des répercussions de l'habitat connecté, en tout cas de la digitalisation de ces solutions. Qu'apporte l'étagère connectée? Quel est le but? Parlez-nous de ce projet. Alors, l'étagère connectée sur laquelle j'ai travaillé du coup pendant l'été 2019, pendant mon stage de fin d'études, le but au niveau recherche était simple, c'était juste analyser les habitudes de consommation et les habitudes d'achat des habitants de cet appartement, qui est utilisé par les chercheurs. Mais il a aussi du coup une utilisation dans l'appartement du futur, l'appartement connecté. Par exemple, pour proposer des recettes aux habitants qui sont adaptées à ce qu'ils ont dans le frigo. Comme l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était Lucas, dire à un habitant, il y a tel produit qui va bientôt arriver à sa date de péremption, il faudrait penser à le manger. Et aussi préparer commencer à faire une liste de courses avec les produits où il y en a déjà plus. Et après, cette étagère peut aussi avoir une utilité dans les grandes surfaces, de la même manière pour faire une gestion de stock. Donc, savoir déjà à l'avance qu'est-ce qui n'est plus dans les rayons, qu'est-ce qu'il faut remettre en stock, pour lequel il faut aller chercher au fournisseur, et voire même directement savoir qu'est-ce qui est dans le caddie de chaque client. Donc là, du consommateur au magasin. Donc là aussi, une utilité forcément, une gestion des stocks au plus près. Oui, c'est ça. On a une connaissance des stocks, de où ils sont, à quel est leur état. Cette étagère avait aussi la capacité de mesurer le poids des objets. Donc par exemple, on pouvait savoir que telle personne avait ouvert le placard, avait pris le sac de farine qui était à 500 grammes et l'a reposé, et il ne restait plus que 200 grammes de farine. Donc on peut savoir quelle était exactement la consommation des habitants de l'appartement. Alors, il y a quand même une question, peut-être qui peut terminer notre débat. On a beaucoup évoqué les risques, les données. J'aimerais bien avoir un avis personnel, parce que même si cette nouvelle génération que vous incarnez, les étudiants, partagez largement vos données, vos informations partout, à vous écouter, ça peut être angoissant quand même, de savoir finalement quel type de consommation nous avons, ce que nous faisons. Enfin, on pourrait être observé matin, midi et soir sur nos moindres faits et gestes. Ça vous inquiète pas, ça, Angelo ? Bien sûr que si, bien sûr que si. Alors moi c'est vrai que je me suis retiré progressivement de l'ensemble des réseaux, du partage de données, etc. Je suis pas ultra connecté en fait dans la vie. D'accord. Mon appartement est pleinement équipé de technologies qui permettent au jour le jour d'activer des services, etc. Mais je fais bien attention à la donnée. J'y suis particulièrement attaché parce que c'est mon domaine d'activité, et en effet je pouvais pas à la fois d'un côté dire j'ai un compte Facebook sur lequel je partage énormément de choses et la donnée donc du coup est réexploitée, etc. Et d'un autre côté dire attention sur le logement, la donnée. Et je pense qu'il faut avoir une vision globale en effet de ce qu'est la donnée, de quand on la partage, qui la partage, est-ce que notre smartphone déjà est pas le premier générateur de données, est-ce que déjà il n'y a pas des personnes qui savent exactement ce qu'on fait. Je pense que le logement en fait c'est une continuité, mais vu que ça touche un petit peu au foyer, parce que le logement c'est un foyer, on y constitue sa famille, on élève des enfants, etc. dedans, c'est là où je pense que l'enjeu est intéressant et surtout critique, où il faut faire vraiment attention. Et donc du coup moi j'incite vraiment les gens, et c'est pour ça qu'on les forme, vraiment la formation, un humain c'est pas un
clic. Un humain, c'est quelqu'un qui va dire attention, voilà, si vous acceptez ces conditions générales d'utilisation, sachez que un partenaire quelconque pourra accéder à la donnée et pourra peut-être vous retargeter sur une pub. Moi, j'ai absolument pas envie de ça, ni pour mon logement, ni pour ceux de mes clients. Donc du coup, on fait vraiment attention avec les partenaires avec lesquels on travaille, les produits qu'on met dans les logements, on propose pas n'importe quoi et on s'assure surtout que voilà, la réglementation soit respectée du bout au bout de la chaîne. C'est super important parce que la chaîne est très très longue. Lucas, j'ai bien compris votre point de vue sur les données, mais sur l'observation quotidienne et permanente dans le futur, ça vous inquiète pas? Si, aussi, alors c'était plutôt mon point de vue justement, Ouais. c'est que personnellement ça m'inquiète et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup travailler là-dessus. Parce que du coup, ça me permet de voir ce qui est fait et de juger même s'il y a de quoi s'inquiéter ou pas. Et en fait, je trouve que quand les données sont utilisées en local, donc juste dans l'appartement, même si on a des qualités de service moins bonnes, je trouve que c'est déjà suffisant, que ça apporte une vraie plus-value aujourd'hui. Et on a un contrôle total sur les données. Maintenant, quand les données sont envoyées à des GAFAM, dès qu'elles sortent de l'appartement, qu'on n'en a plus le contrôle, ça devient tout de suite beaucoup plus flou. Il y a énormément, même dans la loi, il y a énormément de flou sur qu'est-ce qui se passe. Personne ne sait réellement ce qui se passe, même si l'Union européenne commence à prendre les devants et à mettre en place des réglementations. Et donc je pense que l'usage local est pour l'instant suffisant et ça serait déjà un vrai plus par rapport aux appartements qu'on a déjà aujourd'hui. Ensuite, pour revenir sur ce qu'avait dit Léa un peu plus tôt sur le fait que les jeunes auraient sûrement moins de difficultés à partager leurs données, je pense que la nouvelle génération en tout cas, je pense que c'est pas forcément vrai parce que si, par exemple, on prend mon exemple, mais aussi un peu celui de mon entourage, c'est sûrement biaisé, mais sinon quand même, c'est il y a une dizaine d'années, j'utilisais sans problème Facebook. Et puis, au fur et à mesure, j'ai été sensibilisé en grandissant à tous ces enjeux sur la donnée, etc. Et je l'ai beaucoup moins utilisé, voire et maintenant aujourd'hui, j'essaye de m'en passer complètement, de plus l'utiliser et de trouver des alternatives bien plus sécurisées. Et c'est ce que Facebook voit en fait avec son utilisation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il voit que ceux qui utilisent le plus aujourd'hui, c'est plus les jeunes, mais c'est plutôt les seniors pour garder contact avec leur famille. Et du coup, je pense que sur ce point-là, les jeunes vont faire pareil, c'est-à-dire qu'au début, ils sont pas trop sensibilisés. Ils veulent, comment dire, ce sont des questions qui leur sont pas très importantes, mais au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ça va être de plus en plus important. Et in fine, c'est pas vraiment eux qui vont payer les appartements connectés, les adultes, quand une fois qu'ils seront adultes. Donc une fois que leur vie privée et leur vie familiale sera plus importante, je pense. Léa, je vous laisse peut-être réagir. Vous n'étiez pas prise à partie, mais en tout cas, il y avait un contre-argument là qui était intéressant. Alors, j'ai bien entendu le vôtre, mais même question sur l'observation, le suivi de nos vies. En fait, je suis quand même d'accord avec lui. C'est vrai que bon, il y a énormément de données, mais justement, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout sensibilisés, et ils savent pas du tout ce qui est fait de leurs données. Et à partir du moment où on n'est pas au courant, c'est difficile de se dire si on est pour ou contre, parce qu'en fait, on fait les choses machinalement, et si on n'est pas sensibilisé, bah, ça devient pas vraiment un problème. Après, c'est vrai que en grandissant, donc la génération qui ont potentiellement plus de facilité à donner leurs données, ça va évoluer forcément, mais en tout cas actuellement, dans ce que je vois, les personnes qui sont sensibilisées à ce sujet-là, oui, ils ont plus de mal à donner tout ça parce que ils ont été sensibilisés au sujet, quoi. Mais ceux qui l'ont pas été, c'est plus difficile de s'en rendre compte, je pense. Oui, on constate qu'il y a quand même encore un flou et il y a besoin de lever quantité d'ambiguïté dans la loi et dans les textes. Lucas, Maxence de votre côté, et puis Loïc pour terminer sur ce sujet. Maxence. Alors moi, concernant la sensibilisation des jeunes, je suis pas forcément convaincu parce que si on reprend l'exemple de Facebook, où je crois que c'est Lucas qui disait qu'en fait les jeunes commencent à sortir de Facebook. En fait, c'est plus une question d'application tendance. Ils sont passés sur d'autres réseaux tels qu'Instagram, par exemple. Donc, je pense pas qu'on soit forcément très sensibilisé.
On a vécu, enfin, on a grandi en partageant de données par l'avènement des smartphones. Après, au niveau des données, ça m'inquiète, mais ça dépend de quel type de données on parle. Par exemple, enfin personnellement, ça me dérange pas qu'une grande société sache ce que je veux acheter pour Noël, sache quelle série je veux regarder ou quelle musique j'écoute. Mais après, c'est vraiment quand on touche à l'habitat que ça devient compliqué, parce que par exemple, pour rebondir un peu sur l'exemple que j'avais cité tout à l'heure, c'est qu'on va avoir tendance, pour la sécurisation de notre habitat, à rajouter de plus en plus de webcams. Ouais. Donc là, la question, c'est qui nous regarde. Ça peut être quelqu'un qui pirate le réseau. Et il y a également la question des conversations au sein de la maison, puisque ces objets connectés, on peut les activer par la voix. On peut dès maintenant les activer de n'importe quelle pièce de la maison. Donc c'est savoir à quel moment on est écouté ou non. Et c'est plus cette question-là, cette question vraiment des données qui circulent dans la sphère intime, qui pourrait m'inquiéter. Allez, peut-être le mot de la conclusion avec vous, Loïc, sur cette question. Sur cette question, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit mes camarades. Donc, par exemple, déjà, tout ce qui touche à l'habitat, c'est ce qu'il y a de plus privé dans la vie. Donc, c'est ce qu'on a envie de garder le plus proche de nous et de moins donner aux autres. En particulier, tout ce qui est enceinte connectée, etc., toute la reconnaissance vocale, c'est quelque chose qui est encore très difficile de faire en local. Donc, dès qu'on veut faire de la reconnaissance vocale, il y a forcément un serveur loin qui s'occupe de traduire la voix en texte. Donc ça, malheureusement, on peut pas encore se passer des serveurs et sûrement de leur utilisation à nos dépens. Par rapport à ce qu'a dit Maxence, le fait qu'on utilise nos données pour nous proposer des choses qui peuvent nous arranger, effectivement, ça peut être bien. Mais d'un autre côté, ils utilisent aussi ces données pour gagner de l'argent qui est pas forcément réutilisé pour notre bien-être. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être dérangeant qu'on se fasse de l'argent sur nos données à nous, sur ce que nous on fait, et voilà, que ce soit eux qui gagnent de l'argent sur notre dos. Merci Loïc. Je comprends qu'il y a entre vous cinq la question de la responsabilité aussi des GAFAM et puis de tous ces utilisateurs de données. Je vais vous remercier tous les cinq pour cette table ronde qui était consacrée aux solutions digitales connectées dans l'habitat. On a ouvert pas mal de perspectives autour de ce sujet en l'illustrant de nombreux exemples. Alors à la fois dans la région, et vous l'avez dit Angelo, ou bien dans le monde. Et merci de l'avoir fait Maxence, parce que l'objectif aussi de ces journées initiatives vertes, c'était d'ouvrir les perspectives et de sortir du cadre simplement local, régional, montpelliérain. Vous l'avez fait au travers les uns et les autres de vos exemples concrets. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur midilibre.fr et évidemment dans nos journaux Midi Libre, le retour sur ces tables rondes et ces journées initiatives vertes. Restez avec nous, revenez avec nous, puisqu'à 15h45, on se retrouve avec 5 étudiants qui nous parleront de leurs projets, de leurs initiatives autour d'un thème. Quelle nourriture pour demain? Que mangerons-nous finalement? Qu'aurons-nous dans nos assiettes? C'est ce qu'on va évoquer avec nos 5 témoins à 15h45 sur midilibre.fr. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure.